Salut tout le monde, bienvenue à cette dernière édition 2021 de la balado En forme sur le rds.ca. Salut mon ami Greg. Salut mon ami Val. Ça Comment va bien vas-tu? toi? Ça Ah, va ben très écoute, bien. ça va bien malgré la situation qui n'est pas facile, hein, mais on est tous dans le même bateau, donc on continue. On dirait qu'on se retrouve en mars 2020. Mais c'est pas grave, on reste optimiste, on va finir par s'en sortir. Et ben, aujourd'hui, on est bien heureux, toi et moi, parce que je t'ai souvent parlé des Olympiques de Vancouver, hein, je pense. M'en as souvent parlé. Je sais que toi, ça a été un fait marquant dans ta vie puisque tu as pu aller couvrir ces jeux-là là-bas, qui étaient dans Oui. notre beau et grand pays d'un Atlantique à l'autre. Mais écoute, je sais que ça t'a permis, si je ne me trompe pas, d'avoir des contacts privilégiés avec des athlètes qui, comment je peux dire, réalisaient des exploits de leur carrière. Ben, en fait, tu as quand même t'as une bonne mémoire, bravo. Oui, parce que ça a été un fait marquant. Je sais que je te l'avais probablement dit, j'avais tellement eu la piqûre, puis je m'étais dit, OK, moi, si je trippe tellement, je veux faire ça à tous les jours dans ma vie, si je peux faire partager les exploits donc des sportifs. Et j'avais eu la chance dans ce qu'on appelle la zone média, c'est-à-dire que les journalistes qui font les entrevues à la sortie des athlètes, à la suite de soit leur performance ou l'entraînement le matin et tout ça. Et j'étais du côté de Cypress Mountain, où est-ce qu'on retrouvait donc le ski acrobatique et la planche à neige. Et rappelle-toi aux Jeux olympiques de Vancouver, des Alexandre Bilodeau, des Jennifer Hall, Justine Dufour-Lapointe, qui à l'époque était une ouvreure de piste, elle était toute jeune encore. Et du côté de la planche à neige, ben, il y avait des superbes médailles. Maëlle Raker, écoute, même Shaun White, là, pour aller du côté des Américains, qui avait fait sa première médaille d'or en demi-lune. Et aussi nul autre que JCJ Anderson. Et on l'a aujourd'hui, donc, sur le podcast. Alors, je suis super contente de le retrouver. On va dire comme ça, 11 ans plus tard, voilà. Écoute, c'était à la suite de ta médaille d'or aux Jeux olympiques de Vancouver. J'étais là, j'avais tout vu. On était tellement fiers de toi. Tout le pays était là. Puis je sais que tu te rappelles, à l'époque, il y avait beaucoup de public qui était là dans les estrades. Public qui était complètement couvert de rouge et qui t'encourageait. Quelle belle sensation. Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. C'est le fun d'être avec vous. Ouais, cool. Ben vas-y, Greg, je te laisse avec ta première question. JCJ, moi, tu peux le voir avec mon chandail d'ailleurs, je suis J'ai un remarqué grand ça. adepte du snowboard. Donc, pour moi, tu es comme une légende, mais pour beaucoup de snowboarders aussi, de planchistes au Canada et partout dans le monde, tu es un OG, on va dire ça comme ça, un terme très 2021 du snowboard au Canada, en ayant participé à pas moins de 6 Jeux olympiques à date, on va dire ça comme ça à ton actif, qui est un record au Canada. Penses-tu que ce record-là va tenir encore longtemps d'avoir un minimum, je vais dire ça comme ça, de 6 Olympiades dans une carrière? C'est quand même assez incroyable. Là. Je pense pas que ça va tenir. Ah, On vieillit mieux de nos jours. On est bien suivi par les professionnels de la santé, puis on est plus conscient comment notre corps fonctionne, comment se nourrir, s'entretenir. Puis je pense que les gens vont réaliser que quand le Canada ou quand les sports investissent dans les athlètes, ça vaut la peine de garder les grands athlètes plus longtemps. Mm. Parce qu'ils adorent leur sport, ils peuvent léguer aux plus jeunes, ils peuvent performer plus longtemps. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi les athlètes devraient et vont pouvoir performer jusqu'à des âges plus élevés dans le futur. C'est intéressant, C'est ça. ma perspective. Ben oui, c'est ta perspective, mais si tu veux-tu donner des exemples de comparaison entre quand tu as commencé le snowboard, de quel point, dans le fond, tu étais suivi au niveau entraînement, nutrition et tout ça, versus aujourd'hui, juste pour montrer le clash, j'imagine que tu es bien placé pour nous montrer cette perspective-là. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune différence à mes débuts. Mais dans ma carrière, j'ai vu des hauts et des bas où est-ce que j'ai pu apprendre beaucoup des professionnels, apprendre à propos de moi-même, apprendre à propos de comment on se gère d'un bout à l'autre là, du spectrum. Puis ça aide à aller chercher l'information nous-mêmes, où est-ce qu'on peut apprendre nous-mêmes pour que ça soit custom à notre sport. Cool.
Dis-moi, JCJ, je m'en vais un petit peu plus loin quand tu as commencé à faire du snowboard parce que tu as commencé, on te connaît, tu as fait tes débuts à Nagano en 98, mais à cette époque-là, d'ailleurs, à la fin des années 90, il y avait cette montée de popularité-là qui arrivait du snowboard. Comment tu as commencé, comment tu as goûté à ce sport-là? Ça ne devait pas être très, très populaire non plus à l'époque où est-ce que tu as mis les deux pieds sur la même planche, là. Ben, on sentait que la popularité, je venais du monde du skateboard. Tu sais, j'adore ce qui était, je faisais déjà du ski, mais honnêtement, les petites montagnes, quand tu les as fait pendant quelques années en ski, puis tu es un bon athlète, disons, ça te prend un nouveau défi. Puis quand j'ai vu le snowboard, là, j'étais complètement vendu. J'étais un snowboarder avant de mettre les pieds sur un snowboard. Je voyais le potentiel. Et puis, le snow, en réalité, c'est ce qui a apporté le carving au sport d'hiver. Parce qu'aussitôt que c'est arrivé sur la scène, ils utilisaient des sidecuts plus prononcés. Ça, c'est le rayon de courbe de la planche. Le ski a tellement pas vite adopté ça après. Mais une moyenne de sidecut, ça serait autour de 8 à 10 mètres. Puis les skis, dans le temps, utilisaient peut-être des 40 et plus mètres de sidecut. Donc, il y a de rayon de courbe. C'est une grosse, grosse différence. Donc, quand j'ai senti le curve d'un snowboard, c'est là que j'étais encore plus vendu. J'ai toujours le côté freestyle, performance avec le curving. Disons, aussi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. On n'avait même pas le droit de sauter quand j'ai commencé à faire du snowboard. Puis ça a pris des années avant qu'on ait le droit de sauter. Donc, veux pas, j'ai été plus accroché vers la course, vers le carving à cause de ça. Mais tranquillement, pas vite, quand on commençait à avoir le droit, quand j'ai commencé à m'entraîner dans l'Ouest américain, là, j'ai été exposé aux meilleurs sites aux meilleures pistes du monde. Puis, j'ai vraiment exploré les deux mondes. J'ai fait beaucoup, beaucoup de freestyle dans ma vie. Puis, évidemment, énormément de courses en border cross et en alpin. Et dis-moi, jusqu'à quel point ça a pu évoluer l'entraînement et la préparation physique? Oui, il y a une partie qui se passe sur la piste, mais il y a une grande partie aussi de ça qui se passe à l'extérieur de la piste. Et là, de plus en plus, justement, tu l'expliquais au début, les athlètes sont suivis et tout ça. Mais de plus en plus, les athlètes ont des préparations et des suivis, des entraînements qui sont faits à l'extérieur, bon, soit d'une glace ou soit d'une piste et tout ça. Jusqu'à quel point ça a pu changer en snowboard? Autant que le snowboard avait des avantages avec le rayon de courbe, la lacune, c'était la façon que les planches étaient fabriquées, les matériaux. Ils essayaient de rendre ça plus accessible à tout le monde, aux masses. Donc, ils utilisaient des matériaux, encore aujourd'hui, matériaux de base, qui ne coûtent pas cher à utiliser et fabriquer. Entre autres, les fers et le bois. Donc, comment je t'expliquerais? L'entraînement au début était le plus important parce qu'on ne pouvait pas jouer énormément avec l'équipement. Mais plus l'équipement évoluait, puis qu'on avait accès à des meilleurs matériaux, ben, l'entraînement était toujours présent, mais surtout moi, j'ai commencé à m'investir énormément dans le volet performance côté équipement. Donc, à certains instants où est-ce que je trouvais qu'il me manquait de performance, que je pouvais faire mieux que ce que je performais, j'avais un entraîneur qui me disait toujours, c'est pas l'équipement, c'est toi. Donc, c'est là que je me suis entraîné énormément physiquement, plus de gym, plus de sport, plus de tout, pour essayer d'augmenter mon niveau. À un moment donné, j'ai réalisé que même si j'étais le plus en forme au monde, ça ne changeait rien à ma performance. Après ça, j'ai changé un peu l'optique. La façon que je le voyais, c'est que l'entraînement est très, très important. Dans mon sport, c'était plus important d'être en forme pour éviter les blessures. Je voyais des gens qui étaient vraiment pas en forme, qui étaient carrément obèses, qui performaient mieux que moi régulièrement.
C'est ça Ah qui m'a oui, hein? fait un peu allumer. C'est des gens très talentueux, mais en quelque part, le côté physique, c'était moins important que l'aspect technique des planches. Mais encore là, des gens, des athlètes, même s'ils sont obèses puis des gens pas en forme, c'est des gens talentueux, mais tu vois que la carrière est courte. C'est pas des gens qui vont persister très, très longtemps. Puis aussi, ils peuvent avoir des blessures plus facilement, donc ça peut terminer une carrière assez rapidement. C'est un gros volet, l'aspect physique, mais pour moi, c'était vraiment d'éviter les blessures. Donc, d'être en très, très bonne forme, beaucoup s'étirer, surtout à mon âge. À mon âge, tu commences à avoir des problèmes d'ischio-jambier. Il y a beaucoup de monde qui vont se sevrer le talon d'Achille. Ça se passe souvent dans la quarantaine, donc il faut faire attention. Puis la nutrition fait partie de ça, mais l'étirement. Mhm. C'est tellement intéressant que Val t'ait posé cette question-là, puis ta réponse également, parce que j'ai eu la chance de parler il y a tout juste quelques semaines à Seb Toots, qui fait également du snowboard, comme tout le monde sait, mais vous êtes dans deux spectres différents du sport, mais vous avez exactement la même réponse. Et Seb Toots, on a l'impression que c'est l'éternel jeune qui compétitionne, mais ça fait quand même 15 ans qu'il compétitionne à haut niveau. Et Mhm. vous avez deux très, très longues carrières. Vous êtes deux Québécois avec des très, très longues carrières. Et il disait la même chose, justement, que l'entraînement physique, la préparation physique, je veux dire, dans l'entre-saison, amène une longévité à votre sport et c'est tellement important pour les carrières et que c'est une valeur qu'il faut absolument inculquer aux jeunes athlètes qui continuent de grandir avec les planches, là. De bien Ouais, mais écoute, s'entraîner, ça fait vraiment la différence aussi. oui, bien, puis d'être bien encadré parce que de plus en plus vous l'êtes. Mais moi, je veux savoir aussi, écoute, tu as participé quand même à 6 Jeux olympiques dans ta carrière. On te sent toujours au niveau performance. Tu as tout le temps été un gars qui aime ça, l'adrénaline, qui aime ça performer, qui aime ça avoir une sensation, justement, des sensations fortes. On le sait que ton objectif, ça serait d'aller donc aux Jeux de Pékin, en tout cas, si jamais ils ont lieu, toujours au mois de février prochain. Raconte-nous, t'es rendu où dans ce processus-là? Parce que normalement, tu dois faire partie de l'équipe donc nationale, l'équipe canadienne pour avoir ton spot ou ta qualification. Donc, t'es rendu où dans tout ça? En réalité, je ne fais pas partie de l'équipe canadienne. J'ai d'une façon arrêté l'année dernière, la saison dernière. Avec COVID, je ne me sentais pas bien de voyager. Je ne pouvais pas passer tout l'hiver en Oui. Europe à cause de la famille, à cause de l'entreprise aussi. Je suis un fabricant de ski et snowboard. Donc, faut que je livre des commandes régulièrement. Puis, je fais énormément de développement. Donc, quand je suis pris en rien faire de ça. Et aussi à mon âge, le COVID a carrément changé l'aspect du sport et le voyagement. Déjà que j'aimais pas le voyagement, COVID a comme amplifié ça x10. Et c'est ça. Fait qu'après, pas mal début janvier, j'ai arrêté. En regardant les Jeux d'été, ça a comme réallumé une petite flamme qui était dans le fond, j'ai commencé à calculer comment proche on était des Jeux d'hiver. On était à quelques mois, peut-être, j'oublie Mhm. exactement, mais on va dire, mettons, 7 mois. Je me suis dit, voyons donc, ça serait ridicule de juste jeter ça par la fenêtre. Donc là, je me suis remis au travail. Je me suis dit, je vais essayer de me rendre au Jeux de Pékin. J'ai un bon défi en avant de moi, là, je suis en retard, puis en tout cas, je vais essayer. Euh, honnêtement, ça va pas bien, mais j'ai encore des très bonnes chances. OK. Comme même aujourd'hui, je suis en train de me fabriquer une planche. Hier, je me suis fait une planche. Aujourd'hui, je me fais une planche. Aussi, je travaille d'autres choses. Demain, je me fais une autre planche. C'est bien cool. Puis, je fais comme du développement accéléré pour être capable de mieux performer. J'ai changé mes bottes, j'ai changé les plaques, j'ai fait des gros changements. Dans le fond, que vu que je ne m'attendais pas à aller au jeu, j'avais mis ça de côté. Mais là que je sais que je m'enligne pour les jeux, j'ai vraiment mis le paquet. Puis de ce côté-là, ça va bien, mais il y a comme une adaptation accélérée à faire qui n'est pas pire, mais j'ai du fil à retordre.
Ben, c'est quand même trippant de savoir que tu fais tes propres planches, tu sais, c'est comme: «Ah, ben, je vais m'en faire une aujourd'hui, une autre comme ça, demain je vais aller la tester», puis tout ça, tu sais, comme c'est comme si tu as contrôle à quelque part de ta propre performance. Tu es comme un peu ta propre machine de Formule 1, mais tu es ton ingénieur en arrière de ça Oui, aussi, tu sais, c'est quand même trippant. c'est ça, exact. Ben, c'était ça le but aussi quand j'ai parti l'entreprise, c'était pour être capable de mieux comprendre la dynamique de tout l'équipement, la planche, la plaque, tout ce qui va, tout ce qui est faisable ici. Bon, mais écoute, peut-être que je vais me laisser tenter. D'ailleurs, pour la saison prochaine, j'ai besoin d'une nouvelle planche. Je t'enverrai un petit courriel. Je trouve ça, Ah, ça va me faire plaisir. je trouve ça fascinant. Mais d'ailleurs, bon, à te faire des planches comme ça chaque jour, est-ce que tu, toi-même, en dehors de ta préparation en saison pour des Jeux olympiques ou pour les prochains qui s'en viennent, est-ce que tu continues de rider pour le plaisir? Est-ce que ça t'arrive de prendre une planche et de juste faire des descentes comme ça une fois de temps en temps? Euh, Quand il y a de la grosse neige, oui, je mets des bottes molles, mais je ride plus pour le plaisir à part ça. Sinon, je fais du ski pour le plaisir. Je sais que c'est bizarre, OK. là, mais j'adore le ski. Donc, je fais énormément de ski. Puis c'est plus où est-ce que la prise s'enligne. On fait des planches sur mesure, des skis sur mesure. Euh, mais les skis, c'est juste un plus grand marché côté performance, puis je me spécialise dans la performance. Mais j'adore faire du ski. Les conditions plus aptes à ça, je te dirais aussi, partout au Québec, comme ces temps-ci, on vient d'avoir de la pluie avec, puis ça gèle après. Donc, le snowboard, je dirais que c'est pas aussi bon que quand c'est de la belle neige fraîche. Mais le ski, ça va super bien même quand c'est glacé. Mmh. Tu sais, mes Ben planches oui. vont bien. J'en ai tellement fait de snowboard alpin. Puis quand on va vers Noël, il y a de plus en plus de monde sur les pistes. C'est du carving, c'est le fun quand tu as la piste tout seul. En ski, c'est Ouais, mieux j'avoue. quand il y a du monde. Donc, chaque discipline a son moment, tu sais. Même quand il y a trop de monde, je fais du ski de fond. Des fois, je vais faire du ski hors piste. Quand il y a moins de monde, entre les deux, je vais faire du ski alpin. Il n'y a personne, c'est du carving. Quand il y a de la poudreuse, je fais du snowboard en bottes molles. Donc, je ne pas de sport, là. Je suis toujours actif, puis j'adore tout ce que je fais. Mais moi, je suis La curieuse question. de savoir parce que tu parlais des Jeux olympiques, justement. Bon, le processus et tout ça, c'est pas encore complété pour toi, mais avec la situation actuelle, bon, là, on a appris évidemment que les joueurs de la Ligue nationale de hockey ne participeront pas aux Jeux olympiques. Et là, il y a de plus en plus de doutes sur ces Jeux de Pékin. Toi-même qui dis, j'aime pas voyager, j'aime pas la situation de la COVID. Il y en a plusieurs qui disent, est-ce que les athlètes vont devoir faire des quarantaines avant de revenir au pays par la suite et tout ça. Tu penses quoi de cette situation-là? Est-ce que ça te fait reculer d'un pas en arrière, te dire, ouais, finalement, si jamais je les fais pas, c'est pas la fin du monde? Ou comment tu vois ça, tout ça, toi, l'état de la situation sanitaire, finalement, à travers la planète et ces fameux Jeux olympiques? Bonne question. Dans le fond, tu sais, être athlète, il faut juste que tu acceptes les défis comme ils viennent. C'est sûr que tu veux y aller au jeu ou tu veux pas aller au jeu. Dans mon cas, je Mhm. veux aller au jeu. Donc, je vais passer par-dessus toutes les haies qu'on me donne, là, les défis. COVID, ça fait partie de ça. Honnêtement, tu sais, à travers ma carrière, il y a beaucoup plus de défis qu'on n'aime pas que de défis qu'on aime. À peu près le seul Bon défi point. que j'aime, c'est de courser. Euh, à part ça, j'ai appris à apprécier le volet équipement, mais pendant un bout de temps, là, je sacrais après l'équipement. Je voulais rien savoir de ça. Quand tu comprends pas quelque chose, tu le mets de côté assez facilement. Donc, plus j'ai appris à connaître ça, maintenant je le maîtrise très bien. J'apprécie le volet équipement. C'est un défi que j'accepte à bras ouverts. Et COVID, je te dirais que c'est pas un à bras ouverts, mais c'est un défi que j'accepte là. Dans le fond, il faut OK. accepter tous les défis. Intéressant. Dis donc, si on boucle la boucle en parlant de cette fameuse médaille d'or-là à Vancouver, est-ce que pour toi, jusqu'à date dans ta carrière, c'est le meilleur moment? Tu penses qu'il y a rien de plus haut qu'on peut vivre ça? Ou c'est un moment, souvent des athlètes ont des moments lesquels on ne s'attendait pas, qui sont leurs plus beaux souvenirs là, dans leur glorieuse carrière. Est-ce que c'est ton cas?
Ben, j'ai quand même des très, très beaux moments. Je te dirais, tu sais, la première Coupe du monde que j'ai gagnée, ça a resté gravé dans ma mémoire. Même mon premier podium en Coupe du monde. Vancouver, c'était assez particulier parce que c'était, je te dirais, la plus grande série de défis de ma carrière. Mais en même temps, courser dans pluie battante, dans brume, c'était pas exactement le moment de gloire que je m'attendais pour une médaille d'or, là, comme ça, aux Olympiques. Mais c'était un moment de soulagement dans ma carrière. Beaucoup plus qu'un... on dirait que je voulais juste aller chercher pour dire que j'étais capable de le faire plus que d'autres choses. Mais ça a été un très, très beau moment quand même parce que ma famille était là. Tu sais, j'avais mes 2 petites filles qui avaient 3-4 ans. J'ai pu les tenir dans mes bras en bas de la piste tout de suite après la victoire. Ça, c'est plus des moments qui me restent gravés là, à propos des Jeux. J'aime aussi l'aspect quand on ne s'attend pas à comment on nous a mis de côté un peu. Puis c'était mon cas en 2010, mis de côté. Puis là, j'ai surmonté le défi pour finalement prouver que ça se fait même à 34 ans ou plus vieux. Et ça se fait avec classe d'une certaine façon, ou est-ce qu'on peut le faire pas par chance, mais parce qu'on a décidé? Ben écoute, c'est intéressant tout ça, mais moi, je veux juste revenir aussi sur, tu parles de tes 2 filles qui étaient là au bas des pistes, tu es un papa, tu es très proche d'eux, tu es très impliqué aussi. Est-ce que tu tentes de leur, ben j'imagine que tu les as déjà mis sur des skis ou sur un snow. Est-ce que tu vas souvent avec eux, justement, sur les pistes? Malheureusement pas. À Ah, OK. l'adolescence, j'ai appris que les enfants cherchent à fuir les parents plus que se rapprocher des parents. Donc, il faut que je respecte ce défi-là aussi. Mais oui, les filles font du snowboard, ils adorent ça. Tu sais, moi, je suis parce que quand je vais sur les pistes, je vais toujours tester quelque chose. Soit une nouvelle planche, une nouvelle paire de skis. Donc, je dois y être aussitôt que la piste ouvre, je suis là, puis je profite des belles conditions et le fait qu'il y ait moins de monde. Mes filles se lèvent plus tard. Donc, j'ai essayé, comme tout, de sortir avec moi pendant quelques heures le matin, mais eux, on dirait que la journée commence à 10 heures, la mienne finit à 11 heures. Ouais, c'est ça. On n'a pas le même rythme à cet Donc, il y a âge-là, comme là. un chevauchement qui se fait difficilement. Mais quelques jours par année, on peut partager ces beaux moments-là. Intéressant. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour les prochains Jeux. Lâche pas, c'est encore possible, tu l'as dit. Donc, on est derrière toi, puis c'est certain que si tu es là-bas, ben, on va te suivre attentivement toutes tes prouesses, puis on est derrière toi. C'est formidable de voir justement qu'à ton âge, ben voilà, tu travailles fort, oui, au niveau technique sur toi, mais tu travailles fort aussi au niveau de tout ce qui est préparation mentale, nutrition et tout ça. Donc, honnêtement, c'est un bel exemple à suivre. Puis justement, c'est le message, comme Greg disait aux jeunes, quand vous commencez un sport, vous pouvez le faire pendant vraiment longtemps. Donc, si depuis le début, bien, vous êtes sérieux à travers tout ça, dans vos entraînements, dans vos suivis, vos récupérations et tout ça, la machine, elle peut être huilée pendant vraiment longtemps. Tu en es un super bel exemple. Donc, félicitations pour ça. Puis on te souhaite un gros merde. Bonne chance pour l'année 2022. Merci. Prenez soin de vous. Merci, Hey, merci, JCJ. joyeuse fête tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute tout le monde. C'était notre dernière balado. On se retrouve début janvier. Donc, on a déjà notre invité. Oui, c'est Mathieu Blanchard qui fait des ultra trails. Ça sera super intéressant, ça aussi. Donc, je vous souhaite joyeuse fête et on se retrouve en 2022. Salut tout le monde! Joyeuse fête!